bienvenue. Je m'appelle Julie Casey. Je suis la coordinatrice du projet pilote intitulé Les proches aidants, des alliés incontournables au maintien à domicile des personnes âgées. Puis j'enseigne aussi dans le secteur des études familiales à l'Université de Moncton. Donc, je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être ici pour vous accueillir chaleureusement à notre émission spéciale composée de musique et de témoignages pour souligner la grande contribution des personnes proches aidantes. L'émission, on a choisi la thématique à la rencontre des personnes proches aidantes, puis on a organisé cette émission spéciale dans le cadre de la Semaine nationale pour les personnes proches aidantes. Donc, vraiment, le but de cette émission spéciale, c'est vraiment pour souligner le rôle important des personnes proches aidantes dans nos communautés. Mais plus particulièrement aujourd'hui, il faut célébrer les personnes proches aidantes, puis leur accorder une plus grande reconnaissance dans leur rôle. Quant à l'organisation de cette activité, plusieurs personnes qui ont contribué. Je vais remercier Art Richard qui s'est occupé vraiment de faire le montage de cette émission spéciale. Merci beaucoup, Art. Puis j'ai aussi des collaborateurs. J'ai Jolene Thomas, j'ai Lysène, Gilles Bourassa. Fait que merci pour votre grand appui dans le cadre de cette activité. Puis il ne faut pas oublier, on a nos artistes, nos musiciens, les personnes qui ont accepté de faire un témoignage. Pas toujours facile, mais on vous remercie. Donc, sur ce, bonne Semaine nationale des personnes proches aidantes, bon visionnement, puis au plaisir de vous revoir. Merci. Bonjour, je m'appelle Eugène Richard, j'habite à Dieppe. Je suis auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une de mes chansons. C'est appelé « Parle-moi une autre fois ». Ma mère était au foyer, elle souffrait d'Alzheimer, puis à tous les jours, j'allais la voir, on dirait qu'elle s'en allait de plus en plus loin. C'était rendu comme connaissait plus à la fin, elle parlait plus. Puis ça m'a donné l'idée de cette chanson ici. Dans tes yeux, tu te demandes qui je suis. Tu penses que tu devrais me connaître, ça doit te bouleverser la tête. Je me fais de la peine assis devant toi, pour pas pouvoir entendre tes histoires. J'aimerais pouvoir discuter n'importe quoi, juste pour entendre ta voix. Parle-moi une autre fois, peut-être rire aussi, raconter quelque chose de ta jeunesse, ou même de moi quand j'étais petit. Parle-moi une autre fois, s'il vous plaît, je t'en prie, avant que tu sois parti. Parle-moi une autre fois. Je vois la confusion est plus que hier. Tu t'en vas de plus en plus loin, comme le soleil qui disparaît à l'horizon, ou la fin d'une chanson. Je te parle quand même, tu comprends pas. Je te raconte mes histoires, pas d'émotion, juste assis là. Mais je rêve qu'un jour tu me répondras. Parle-moi une autre fois, peut-être rire aussi, raconter quelque chose de ta jeunesse, ou même de moi quand j'étais petit. Parle-moi une autre fois, s'il vous plaît, je t'en prie, avant que tu sois parti. Parle-moi une autre fois. Centaines de photos sur mon plancher, un casse-tête du passé,
J'ai vu mettre tous les morceaux ensemble dans mon esprit pouvoir t'entendre. Parle-moi, parle-moi une autre fois. Peut-être rire aussi, raconter quelque chose de ta jeunesse ou même de moi quand j'étais petit. Parle-moi une autre fois, s'il vous plaît, je t'en prie, avant que tu sois parti. Parle-moi, parle-moi une autre fois, peut-être rire aussi, raconter quelque chose de ta jeunesse ou même de moi quand j'étais petit. Parle-moi une autre fois, s'il vous plaît, je t'en prie, avant que tu sois parti. Parle-moi une autre fois. Parle-moi une autre fois. Bonjour, mon nom est Elda Savoie, je suis professeure à l'École de travail social de Moncton et chercheur pour l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Nous avons l'École de travail social, une équipe de recherche, nous avons interviewé 18 personnes proches aidantes de la région Chaleur. Donc, je vais maintenant vous mentionner un peu brièvement les résultats un peu de la recherche et qu'est-ce qui en est ressorti. Je vais surtout m'en tenir aux défis. Je vais commencer par les défis et ensuite nous allons voir quels sont les besoins pour répondre aux défis des personnes aidées, des personnes proches aidantes et qui vivent également en région rurale francophone. Tout d'abord, les défis, les grands défis. Ce sont tous des grands défis, mais je vais juste vous en nommer quelques-uns. Les défis pour les personnes proches aidantes, elles nous ont mentionné, elles nous ont indiqué un gros défi qui ressort, c'est les défis financiers. Elles font face à beaucoup de défis financiers, le fait de prendre soin d'une personne qu'elle aide au quotidien. Par exemple, les défis financiers, beaucoup doivent, si elles prennent soin de la personne à la maison, à domicile, dans leur domicile, même dans le domicile de la personne aidée, il y a tous les coûts de rénovation, d'adaptation. Disons, si la personne est en fauteuil roulant ou si la personne a une mobilité réduite, par exemple. Donc, c'est énormément de grosses réparations. Il y a même des personnes proches aidantes qui ont dû hypothéquer à nouveau leur maison pour être capable de l'adapter à la personne. Oui, il existe un soutien financier par rapport que le gouvernement peut donner, mais elle le mentionne, les personnes proches aidantes, comment difficile et complexe que c'est. Et tout le temps que ça peut demander pour souvent recevoir peut-être pas autant qu'elle souhaiterait. Donc, elle se trouve en précarité financière. Ça, c'est un. L'autre chose aussi, donc c'est ces deux-là vraiment que je pense que je vais mettre l'emphase dessus, c'est les personnes proches aidantes qui travaillent. Ils sont sur le marché du travail, je devrais dire. Quand un travail rémunéré, beaucoup d'entre elles doivent s'absenter de leur travail pour accompagner la personne à ses rendez-vous. Et parfois, ces rendez-vous-là sont à l'extérieur de leur communauté rurale. Des fois, ils doivent conduire 1 heure, 2 heures pour avoir les soins dont la personne aidée a besoin et l'accompagner à ses rendez-vous. Donc, elles doivent s'absenter du travail. Parfois, elles vont prendre des congés parce que là, elles essayent de naviguer également avec leur propre travail à elles. Donc, ça va être des congés sans solde. Plusieurs d'entre elles nous ont dit qu'elles ont pris leur retraite anticipée. Beaucoup, elles ont pris leur retraite bien avant qu'elles l'avaient planifiée parce qu'elles ne pouvaient plus conjuguer les deux, le travail et prendre soin. Donc, ça, c'est deux.
Le troisième, parce que nous en avons quand même sorti plusieurs, le troisième que je trouve important aussi à mentionner, c'est tout le travail de s'occuper, de trouver les ressources que la personne aidée a besoin. Les personnes proches aidantes font énormément de gestion. Gestion pour trouver les ressources, gestion pour où puis-je avoir l'information. On a besoin d'équipements spécialisés. On a besoin d'un spécialiste. Où le trouver? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ce spécialiste-là ou cette spécialiste-là parle le français, par exemple, parce qu'elle va s'adresser à la personne aidée? Donc, toute la gestion, est-ce qu'il y a des bénévoles? Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner à propos de telle chose ou telle chose? C'est énormément pour les ressources, la gestion des ressources. Donc, je conclurai, si je peux dire, par rapport à qu'est-ce qu'elles ont besoin pour continuer à prendre soin. Elles ont besoin d'une reconnaissance. Une reconnaissance, par exemple, pour un défi que j'ai mentionné, c'est par rapport à prendre la retraite bien avant le temps. Elle doit prendre des congés sans solde, une reconnaissance de la part du milieu du travail. Oui, elles peuvent demander un congé pour quelques mois, par exemple. Donc, elle devra s'assurer d'avoir de l'assurance emploi, par exemple. Mais par rapport à leur milieu de travail, une reconnaissance, si elle doit s'absenter, peut-être reconnaître un congé, par exemple. Donc, essayer de réaménager peut-être le milieu de travail de la personne proche aidante pour qu'elle se sente soutenue et pas coupable parfois de s'absenter du travail. Et souvent, ça peut venir alourdir leur travail quand elles doivent s'absenter pour prendre soin. Elles ont besoin également de groupes de soutien où ce qu'elles pourraient partager cette information-là ou partager leurs craintes, partager leurs défis. Elles l'ont beaucoup mentionné. Elles ont besoin également d'un endroit central où ce qu'elles pourraient appeler à faire un appel et avoir l'information nécessaire qu'elles ont besoin. Ça leur demande énormément de temps juste à trouver l'information. Elles ont besoin d'un appui financier de la part du gouvernement. Même les aider à trouver un soutien financier. Plusieurs ont mentionné qu'elles avaient elles recevaient une certaine minime somme par mois de proches aidants et ça a été retiré. Et plusieurs proches aidantes ont dit, quand je recevais cette petite somme-là, même si elle n'était pas beaucoup, je sentais qu'on reconnaissait le travail que je faisais. On dirait que mon travail était reconnu. Donc, elles aimeraient bien que ça soit remis à nouveau parce qu'elles ont besoin de toutes les ressources et de toute l'aide nécessaire parce que ces proches aidantes-là, elles sont le filet de sécurité pour les personnes aidées, des personnes beaucoup du grand âge, des personnes aînées. Et c'est les proches aidantes, ces proches aidantes-là qui aident au quotidien, qui permettent aux personnes âgées qui ont besoin d'aide, de soutien, de demeurer dans leur chez eux aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et également, les proches aidantes contribuent à ce que les personnes âgées demeurent le plus longtemps possible dans leur communauté rurale. Merci aux proches aidants. J'ai été proche aidant moi aussi et on trouve toujours une force. Merci pour votre beau travail. Ma première pièce est La Complainte de Grand Pré, une de mes compositions. Ça représente bien la force des Acadiens qui ont eu tout au long du grand dérangement.
Bonjour, je suis Christine Natacha de Bathurst, Nouveau-Brunswick. J'ai composé une chanson spécialement pour l'événement d'aujourd'hui. Alors, je vous présente Béni. J'aimerais tant te redonner tout ce que tu fais pour eux. Tout ce temps qui s'écoule, des heures et des jours, reconnaître ta vraie Bon, ben, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Norma Dubé. Je demeure à Fredericton depuis une quarantaine d'années, mais native du sud-est de Moncton. Et je suis proche aidante, ça fait à peu près 4 ans, avec l'entrée de ma mère dans un foyer de soins spéciaux à Moncton, maman qui a présentement 90 ans. Donc, c'était le début de mon aventure en tant que proche aidante.
Et la première observation que j'ai faite, c'est que dans tous les rôles que j'ai joués dans ma vie, que ce soit celui de mère, celui d'épouse, celui de professionnel, de haut fonctionnaire, le rôle de proche aidante est celui dont je me sentais le moins préparée et le moins outillée. Par où qu'on va chercher les informations, où qu'on se met la tête, c'est pas facile. En principe, sur papier, je connaissais les démarches. J'ai même travaillé au ministère du Développement social, qui est le ministère responsable de tous les soins de longue durée. Mais c'est une chose de savoir des choses sur papier, c'est une autre chose de les vivre. Et c'est une autre chose quand l'enjeu principal est ta mère et quelqu'un de proche à toi, que ce soit ta mère, que ce soit une sœur, un frère, peu importe. Et puis la théorie et la pratique sont complètement différentes. Donc, c'était vraiment mon premier défi, c'est d'apprendre à naviguer. Où aller chercher les informations, de quelle façon qu'on faisait faire une évaluation des besoins, de quelle façon qu'on s'y prenait pour faire un placement, quel choix qui revenait à la famille, quelle était la disponibilité des services, les critères d'éligibilité, tout ça. C'est, comme je dis, c'était beau sur papier, mais très peu en pratique. J'en ai-tu fait des appels? J'en ai-tu fait de la recherche sur Internet? Et puis, j'avais ma mère qui me posait toutes sortes de questions comme si je devais avoir toutes les réponses, mais je ne les avais pas. Il fallait que j'aille les chercher comme bien d'autres gens. Mon deuxième défi en tant que proche aidante, c'est dans tout ça. Maman est à Moncton. Moi, je suis à Fredericton. Il y a à peu près 1h30 à 2 heures de voiturage à faire entre les deux points. Mais c'est pas toujours évident quand il y a un besoin immédiat de se rendre à l'intérieur de 5 minutes de Fredericton à Moncton. Comme je disais à maman, j'ai pas d'hélicoptère dans la cour. Il faut que tu nous donnes le temps d'embarquer dans la voiture et de conduire. Mais quand tu as quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui a peur, et avec la pandémie, le niveau de peur a augmenté au moins 10 fois. C'est pas toujours une conversation qui est raisonnable. Qu'est-ce qu'on savait avant, on ne le sait pas toujours. Donc, je ne pouvais pas faire le voyage à Moncton à tous les jours, c'est impossible. Premièrement, j'avais d'autres obligations. Deuxièmement, ça commence à coûter cher. C'est faut que tu fasses Fredericton, Moncton, Fredericton à tous les jours. Donc, il fallait se trouver un autre moyen. Et puis, le moyen qu'on s'est donné, nous, c'est un appel téléphonique par jour, mais à la même heure, à tous les jours. Donc, ça a commencé, la routine, on s'appelait, je l'appelais, parce que maman n'appelle pas, je l'appelais à 11 heures à tous les matins. Mais la routine est devenue une obligation. Donc, je ne peux pas vous dire combien d'appels j'ai fait dans des terrains de stationnement, que j'ai sorti de certaines réunions pour faire l'appel en corridor. Fallait que ce soit à 11 heures, parce que si c'était à 11h05 ou 11h10, c'était quasi la panique, l'autre bord, qu'est-ce qui arrive, elle a eu un accident. Quand que c'est la seule chose que ta mère peut penser, c'est qu'est-ce que tu fais, puis ta santé à toi. Ça devient très difficile dans ce contexte-là. Ça fait que un appel par jour à tous les jours à 11 heures pendant 4 ans, c'est lourd. Je vous le dis. Puis, je me sens coupable si que je manque par quelques minutes. Si j'avance dans le temps, il y a 2 ans, quasi au mois de mars maintenant, la pandémie arrive. La pandémie a fait de sorte que nos proches, qui étaient vulnérables avant la pandémie, sont devenus de plus en plus vulnérables, se sentant de plus en plus isolés, surtout ceux qui étaient dans des résidences de soins de longue durée, même si maman, par exemple, est dans une résidence avec 100 autres résidents, elle se sent isolée.
et par bout, avec éclosion, non-éclosion, arrêter les visites, recommencer les visites. Souvent, les résidents étaient isolés dans leur chambre, ne pouvaient pas sortir de leur chambre. Donc, le processus de vieillissement a été beaucoup plus vite. C'est une de mes premières observations. Et finalement, sa dépendance sur un contact humain quelconque, parce que maman n'a pas d'habileté technologique, ça fait que faire du FaceTime et ces choses-là, c'est pas possible. L'appel à 11 heures à tous les matins devenait de plus en plus critique parce que c'était son lien avec le monde extérieur. Donc, au lieu de parler 15 minutes, 20 minutes, parfois c'était 1 heure et demie, tout simplement pour briser cet isolement-là. Et puis, j'ai trouvé, surtout dans ces 2 dernières années de pandémie, je dois admettre que les rôles ont un peu changé. Souvent, je me sentais comme le parent et ma mère devenait comme mon enfant. En autres mots, les responsabilités que chacun prend envers l'autre se sont transformées, se sont changées. Et puis, c'était aussi question de parfois se sentir coupable parce qu'on devait prendre des décisions, on devait faire des choses en tant que soi-disant parent, même si qu'on était proche aidant, tout en respectant le fait que l'aîné, dans ce cas ici, ma mère, avait toutes ses capacités et était capable de prendre certaines décisions, mais elle avait peur de les prendre. Donc, parfois, il fallait qu'elle soit poussée. Ça a été très difficile. Dans tout ça, j'ai dû réaliser que oui, elle devenait ma première priorité, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi aussi. Il ne faut pas s'oublier en tant que proche aidante dans tout ça. Ça fait quelle stratégie que moi, je peux prendre pour être capable de prendre soin de moi. Donc, Norma, qui ne faisait pas énormément d'exercice avant, en toute bonne fonctionnaire, je travaillais dans un bureau, j'étais assise toute la journée. C'était mon style de vie. J'ai commencé à faire des exercices. Et puis, j'ai vu un bénéfice pour moi, certainement physiquement, mais j'ai aussi vu un bénéfice du côté de ma santé mentale. Et puis, dans ce contexte-là, si moi, je me sens bien, je suis encore probablement d'une aide beaucoup plus précieuse à ma mère. Ça fait qu'il y avait du bénéfice pour les deux. L'autre stratégie que j'ai utilisée, puis chacun va être différent, c'est que je me suis impliquée probablement plus que j'avais planifié dans le bénévolat. Et puis, c'est drôle à dire, surtout avec la pandémie, qu'on s'implique énormément dans le bénévolat. Il y a toujours façon de le faire. Mais je me suis impliquée beaucoup dans des dossiers qui m'apportaient une satisfaction et qui m'apportaient, dans certains sens, un soulagement. Par exemple, les dossiers des aînés. Si je ne peux pas faire une action concrète pour changer le monde de ma mère, je peux peut-être planter certaines graines par l'entremise du bénévolat qui va peut-être créer des changements à long terme. Donc, pour moi, c'est encore là, du point de vue de faire une contribution plus large que mon petit scénario de moi et ma mère, parce que parfois, il faut que tu te sortes de ça. Ça m'a fait énormément de bien dans ce contexte-là. Donc, j'aurais certains petits messages à passer aux proches aidants, si vous me le permettez. Et puis, je pense que je les ai déjà passés, mais ça vaut la peine de répéter. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin d'autrui. Ça fait que vous ne rendez pas service à personne si vous ne prenez pas soin de vous. Nos contributions, vos contributions, sont souvent invisibles. Même que juste le terme de proche aidant, ce n'est pas un terme qu'on entend à tous les jours. Mais si vous disparaissez du jour au lendemain, si on disparaît du jour au lendemain, en tant que province,
on ne serait plus capable de, si je peux dire, ajouter une certaine qualité de vie à nos aînés. C'est pas les services gouvernementaux, oui, on a besoin, mais ça peut pas faire le tout. Le proche aidant, la proche aidante a définitivement sa place dans tout ça. J'ai entendu une expression, oh mon Dieu, ça fait quelques mois que je tente de me remémorer à tous les semaines, surtout dans le genre de travail qu'on fait envers les aînés. Et puis, c'est un message qui résonne pour moi et j'ai l'espoir que ça va résonner pour vous aussi. Et puis, c'est toute la question que qu'est-ce qu'on recherche souvent? C'est pas nécessairement de rajouter des jours dans notre vie, mais plutôt de la vie dans nos jours. Et puis, c'est un peu le mandat qu'on se donne ou le mandat que je me suis donné en tant que proche aidante, c'est de rajouter de la qualité de vie pour ma mère, mais aussi une certaine qualité de vie pour moi, parce qu'il ne faut pas s'oublier dans tout ça. Donc, je vous remercie de votre temps. Diana Ringuet. Aujourd'hui, pour remercier tous les proches aidants, je vais vous chanter une de mes compositions, Les chiens du voisin. J'espère que ça va vous faire sourire un petit peu. Tout a commencé l'année passée, alors que j'allais marcher. En m'en venant, le chien du voisin jappait après moi. Prise de panique, j'ai changé de côté pour essayer de m'en esquiver. Il m'a vu traverser, il s'est mis à gronder, il essaie de m'attraper. J'ai tombé dans le fossé quand je me suis relevé. À vive allure, il s'en venait vers moi. Ta couille a arrêté, quelqu'un l'avait appelé, puis moi je me suis mise à crier. Oh maudit chien, gardez-le donc chez vous. Mes petits enfants ont peur, et moi et tout. Je ne vais plus marcher, je suis traumatisée. J'ai plus de vie, ça peut plus continuer. Le lendemain, je travaille dans mon jardin, et voilà que soudain, le dos tourné, je l'entends gronder, derrière moi il est arrivé. J'avais ma pioche pour me protéger, sinon il m'aurait massacré. Ensuite le village les a obligés de les attacher. Même avec un clou, ça n'a pas fonctionné, parce que samedi soir passé, ils étaient tous dehors et tous leurs chiens sont encore venus nous attaquer. Oh maudit chien, gardez-le donc chez vous. Mes petits enfants ont peur, puis moi et tout. Je ne vais plus marcher, je suis traumatisée. J'ai plus de vie, ça peut plus continuer. L'année passée, j'aurais dû l'essuyer, car un genou j'ai failli me casser. Sur son Facebook, au lieu de s'excuser, prête de mentalement dérangée. Très effrontée, elle m'a crié en privé pour me dire assez, c'est assez. Quand je serai dehors, mes chiens sont détachés, puis toi tu devras l'accepter. Oh maudit chien, gardez-le donc chez vous. Mes petits enfants ont peur, puis moi et tout. Je ne vais plus marcher, je suis traumatisée. J'ai plus de vie, ça peut plus continuer. Non, j'ai plus de vie, ça peut plus continuer. Allô vous autres, j'espère que ça va bien. Je vais vous faire une chanson pour une belle petite maman, parce que vous saviez, si c'était pas nos mamans, on n'existerait pas.
Viens t'asseoir près de moi, petite maman, que je passe ma main de tes doux cheveux blonds. Viens t'asseoir près de moi, petite maman, que je passe ma main de tes doux cheveux blancs. À la fête des mères, je vous offre ce cadeau. Ce n'est pas le plus cher, mais c'est bien le plus beau. Un baiser pour une mère, je vous dis c'est beaucoup. Et les plus belles roses pendues à son cou. Chaque jour de ma vie, je m'en souviendrai d'avoir une mère de pardon, de bonté. Je ne suis pas très sage, mais je peux le jurer. T'es toujours gentil et pas te faire pleurer. À la fête des mères, je vous offre ce cadeau. Ce n'est pas le plus cher, mais c'est bien le plus beau. Un baiser pour une mère, je vous dis c'est beaucoup. Et les plus belles roses pendues à son cou. Et les plus belles roses pendues à son cou. Ah ah! Ouais, on dirait aussi que le COVID s'en va par les petits, on a de la visite, on peut aller visiter. Puis là, plus ça va là, le beau temps s'en vient, le printemps s'en vient. Puis, ben, en parlant du printemps, on va vous faire une belle petite toune qui s'appelle « Quand revient le printemps ». Ça va un petit peu comme ceci. Quand revient le printemps, la saison nouvelle. Quand revient le printemps et les jours plus beaux, c'est alors que l'on voit que les filles sont belles. Sur la figure, un sourire nouveau. Tous les oiseaux reviennent et chantent. Il met de la joie dans nos cœurs. Quand revient le printemps, la saison nouvelle, c'est à peine un vrai signe du bonheur. Quand revient le printemps et les roses blanches, quand les bris viennent de vers à nouveau, et sur la montagne, cette neige blanche, avec le soleil qui disparaîtra bientôt. Tous les oiseaux reviennent, chantent. Il met de la joie dans nos cœurs. Quand revient le printemps, la saison nouvelle, c'est à peine le vrai signe du bonheur. Salut la gang, j'espère vous voir très bientôt. Bonjour, je m'appelle Julie Casey. Je suis de retour. Je vous ai livré, c'était moi qui vous ai livré un petit message d'introduction
pour un peu faire l'ouverture de notre émission spéciale pour souligner le rôle, la grande contribution des personnes proches aidantes. Puis là, j'ai décidé de vous livrer un témoignage, une situation assez traumatisante que j'ai vécue dans la trentaine. Puis c'est en 2002-2003 que mon mari avait reçu un diagnostic de méningite. Puis il y a 3 différents types de méningite, donc je vais vous parler de ça tantôt. Je vais vous donner plus de détails. Le tout, ça a commencé, moi j'ai 2002-2003, je suis allée à Québec pour aller terminer un projet de maîtrise, puis aussi prendre des cours pour débuter des études doctorales en psychopédagogie. Puis à ce moment-là, ben, mon mari était camionneur. Puis on se voyait souvent les fins de semaine. Ça fait qu'il est arrivé une fin de semaine. Puis il y avait de l'air un peu blême. Il y avait vraiment un super gros mal de tête. Donc, le premier soir qui est arrivé, on a essayé. Je me dis, ben, peut-être que c'est juste un virus ou peut-être juste la fièvre. Puis on a passé la nuit, mais ça n'a pas vraiment bien été. Le lendemain, je l'ai apporté à l'hôpital. Les médecins l'ont examiné. Rien de trop sérieux à ce moment-là. Ils ont fait une prescription de médicaments. Puis ils ont dit prenez le médicament, puis revenez dans quelques jours si ça ne va pas. Donc, la nuit, la journée même, le soir, on s'est couché, puis lui, il a suivi pendant toute la nuit. Si je me rappelle bien, j'avais changé les draps 2-3 fois dans la nuit. Les médicaments, ça ne faisait pas vraiment effet. Puis là, il commençait à être vraiment dans un état critique. Donc, à ce moment-là, à l'Université Laval, cette journée-là, pour une raison particulière, j'avais un cours, j'avais une présentation. Je suis allée rapidement, j'ai été faire ma présentation, puis là, je suis revenue. Puis finalement, on est retourné à l'hôpital. Puis quand on est arrivé à l'hôpital, ben, les médecins, on dirait que les gens n'avaient pas trop de l'air à vouloir trop nous aider. Ça fait que j'ai dit, moi, je n'apporte pas de nouveau à la maison, vous allez vous en occuper parce que moi, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, je ne veux pas que ça s'aille sur mes épaules. Je pense que il mérite que vous portiez une attention plus particulière. Donc, il a fallu un peu que je me penche pour pouvoir obtenir les services qui sont nécessaires. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. C'est ça. Ils ont passé des tests finalement, puis on l'a diagnostiqué avec la méningite. Je pense que c'est bactérien. Il y a 3 différents types de méningite, mais je pense que c'est la méningite bactérienne. Puis, à ce moment-là, il est allé, tu sais, les médecins, il est allé pour des examens, puis moi, j'ai comme complètement perdu de vue à l'hôpital. J'essayais d'avoir des renseignements. J'étais toute seule aussi, ça fait que ça, c'est encore plus difficile. Puis là, on l'a monté, on l'a changé de place à plusieurs reprises. Dans l'hôpital, ça allait tellement vite que je ne pouvais pas suivre. Là. Ça fait qu'à un moment donné, spontanément, on dit bon, on va transférer votre mari à l'hôpital Enfant Jésus. J'ai dit est-ce que je peux aller dans l'ambulance avec lui? Puis non, pas du tout. Puis moi, j'étais à Québec, à Sainte-Foy, l'hôpital Enfant Jésus. J'avais absolument aucune idée où est-ce que c'était. Ça fait que ça a été vraiment un gros moment de panique aussi. Mais c'est ça, finalement, l'Enfant Jésus, on l'a traité. Puis avec la méningite, pour les gens qui... J'ai juste sorti un petit peu d'informations sur la méningite. C'est une maladie infectieuse causée par des virus ou des bactéries. Et les bactéries affectent les méninges, c'est-à-dire les membranes qui entourent le cerveau, puis aussi la moelle épinière. C'est pourquoi que la méningite, c'est vraiment une maladie aussi dangereuse parce qu'elle provoque des infections graves puis des inflammations graves. Puis dans des cas beaucoup plus extrêmes, la méningite, ça peut causer des lésions cérébrales puis même la mort. Donc, c'est sûr qu'à l'hôpital Enfant Jésus,
Là, il était dans les soins intensifs, donc au moins je savais où est-ce qu'il était, puis il y avait des heures de visite où est-ce que je pouvais aller quand même le visiter. C'est sûr qu'avec la méningite, comme je vous ai mentionné, ça affecte les membranes autour du cerveau. Fait que pour mon mari, ben, il y avait une accumulation de liquide au cerveau. Puis pour cette raison-là, ben, il faisait beaucoup des convulsions. C'était constant. Les convulsions, ça allait quelques minutes. Ça a été vraiment difficile de voir ça. On n'est pas habitué de n'aime pas voir nos êtres chers dans des conditions aussi fragilisées, mais c'est ça. Puis à un moment donné, c'est ça, ils l'ont opéré après un moment pour réduire l'inflammation au cerveau. Il y avait un morceau ici d'os qui était infecté, très, très infecté. Ils l'ont enlevé temporairement pour tenter de le mettre dans une solution pour le nettoyer. Puis en bout de ligne, c'est ça, après un certain temps, ils ont décidé de faire une genre de reconstruction, puis ils ont remis un morceau de plastique. Là, c'est encore, les médecins ne voulaient pas prendre de chance à ce niveau-là. Donc, tu sais, il a récupéré, ça a été vraiment long, une couple d'années, une fois qu'il est sorti de l'hôpital, il était de retour à la maison. Et vers la fin, après son opération, il a paralysé un peu du côté gauche, mais ça, c'est revenu après un certain temps, ça fait que ça, c'est revenu. Mais vraiment, je dirais que pendant cette expérience vraiment traumatisante-là, mes beaux-parents étaient là pour supporter, une bonne chose parce que sinon, ça aurait été vraiment très difficile à vivre. Puis là, maintenant, mon mari, il va quand même super bien. Il n'y a pas de chanceux, très chanceux, il n'y a pas vraiment de séquelles. Puis, c'est sûr qu'avec son historique médical, on lui a retiré son permis comme camionneur. Donc, il a dû réorienter sa carrière, puis il a terminé au collège il n'y a pas longtemps un cours technologiste en génie civil. Ça fait que c'est vraiment, c'est ça, je trouve que cette histoire ici, c'est vraiment une histoire de persévérance, puis ça nous a vraiment soudés davantage aussi comme couple. C'est ça, donc dans ce contexte-là, peut-être pour terminer, c'est mon rôle de personne proche aidante dans ce contexte-là, c'est vraiment d'appuyer mon mari, de l'encourager, puis de l'aider avec diverses activités, surtout être là pour l'écouter. Et puis, autre que le support de ma famille, ben, je n'ai pas accédé à des services de soutien, de l'aide, puis j'aurais possiblement dû aller un petit peu plus loin dans l'accessibilité aux services, mais je ne connaissais pas beaucoup des programmes et services à ce moment-là. Donc, le rôle de personne proche aidante, c'est important. Il mérite une plus grande reconnaissance aussi, puis la province, le gouvernement doit redoubler d'efforts pour vraiment investir davantage de sous, de temps, de ressources humaines pour créer davantage des programmes et services dans diverses communautés au Nouveau-Brunswick. Donc, sur ce, c'est ça mon témoignage pour aujourd'hui. Situation un peu difficile qu'on a vécue, mais en bout de ligne, ça va mieux maintenant. Mon mari n'a pas eu de séquelles, puis ça va bien côté santé. Donc, juste pour dire que dans cette situation ici, pour lui, le rôle de personne proche aidante, ça a vraiment contribué à sa guérison. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour à vous. Moi, c'est Gaëtan Blanchard-Hébert et je vous présente Adam Blanchard. C'est mon neveu en passant. Il nous fait plaisir de participer à cette vidéo qui est pour les proches aidants. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur, puis merci beaucoup Art d'avoir pensé à nous pour cette cause. Je pars à l'autre bout du monde. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent, les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté.
pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. J'emporte ma curiosité pour découvrir ce qu'on a perdu. Et ces millions de nouveautés remplir mes yeux de jamais vus. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je reviendrai pour te chercher. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de cette belle activité qui vient souligner l'importance du rôle des proches aidants. C'est un sujet qui m'interpelle personnellement, car j'ai été moi-même proche aidante auprès de mes chers parents qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. D'abord, mon père, un homme fort, le pilier de la famille, un grand sportif, apprend du jour au lendemain qu'il est malade, qu'il est très, très malade d'un cancer agressif. Il est en effet en phase terminale. Alors, quand il nous a annoncé l'état de sa santé, c'est sûr que ça a été le choc, qu'on était déchirés. On ne pouvait pas croire d'un coup, comme si on était à l'épreuve de tout. C'était difficile à croire que mon père était maintenant malade. Alors, son seul vœu, il me l'a confié, c'est qu'il voulait finir ses jours chez nous, à domicile, parmi les membres de sa famille, dans la plus grande normalité possible. Alors, imaginez comment on annonce une telle nouvelle à maman. Maman qui dépendait de mon père, c'était son homme fort, c'était son homme à tout faire.
ça a été vraiment très triste, très difficile. La première nouvelle nous a envahis. Alors, j'avais des décisions à prendre parce que je savais que ma mère n'était surtout pas dans un état pour accueillir mon père chez nous. Alors, grâce à la collaboration de mon conjoint, j'ai pu organiser les choses et revenir à une vie assez normale. J'ai dû d'abord quitter mon travail, ma carrière à Radio-Canada, car mon père, qui était diagnostiqué d'un cancer où il devait probablement avoir 3 mois à vivre, a vécu 1 année chez nous. J'ai l'impression qu'il a vécu aussi longtemps pour voir même mon mariage. C'est qu'il était bien parmi les siens. Il se sentait aimé et a pu vivre sa dignité près de ceux qui l'aimaient. Alors voilà, ça me touche encore énormément. Mes parents sont partis, mais je les ai dans mon cœur. À jamais, ils seront là. Mais c'est pour vous dire qu'avec l'appui des services extramuraux, avec l'appui aussi de la communauté religieuse, mon père était très spirituel et les petites religieuses de la Sainte Famille venaient à tous les jours lui donner la communion. Alors, j'avais tous ces gens-là qui rentraient à la maison, on s'organisait, mais il y a eu des moments très, très difficiles, des moments de tristesse, des moments de peur. Et il fallait toujours cacher comment on se ressentait à l'intérieur. Parce que si j'exposais mes sentiments à ma mère, elle aurait complètement perdu la tête parce que c'est moi qui étais devenue son pilier. Et devant mon père, j'ai l'impression que mon père aurait été encore plus troublé. Alors, c'est grâce à mon conjoint que le soir, je me retrouvais entre ses bras blottis. Et je me rappelle encore le bruit de la machine pour l'oxygène. C'était comme une pompe qui battait presque au même rythme que mon cœur. Alors, imaginez, quand on vit comme ça pendant 1 année, on garde plein de sentiments à l'intérieur. Et heureusement que moi, comme mon père, une grande sportive, j'avais la course à pied qui me libérait de tout ce stress-là. C'est ma première expérience. C'était ma première expérience avec quelqu'un de malade et d'avoir un proche. Moi qui avais peur de la mort, j'ai accompagné mon père jusqu'à son dernier souffle. Ça a été pour moi une grande leçon et un grand cadeau et un privilège. Mais mon travail n'était pas terminé car à la mort de mon père, en 1987, j'ai retrouvé ma mère dans un état de dépression. Elle commençait à oublier et pas longtemps après a été diagnostiquée avec une démence vasculaire. Alors, le genre de maladie qu'on dit qui ressemble beaucoup à l'Alzheimer, où on doit faire le deuil d'un parent même avant de le perdre. Mais je me suis armée de force et de courage comme aurait fait mon père. Et encore une fois, moi et mon conjoint, on a mené une vie presque normale avec elle pendant plusieurs années. Donc, j'ai vraiment consacré 16 ans de ma vie à ma mère. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'était pas question de retourner à Radio-Canada, un métier qui m'a passionnée, mais que j'étais là. J'étais la seule, l'aînée de la famille, la seule qui n'avait pas d'occupation pour s'occuper des enfants. Mon frère était déjà, lui, travaillait à l'extérieur. Alors, entre moi et mon mari, on a pris sous nos ailes ma petite maman. On l'a inclus dans toutes nos activités. Le jazz, ma mère était une femme qui adorait la danse, la musique. C'était une couturière, une designer de profession, amateur. Et on a réussi de passer à travers. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est que la maladie a progressé, mais n'empêche, on s'est adapté. Et partout où on allait, elle était avec nous. Les soins sont devenus de plus en plus réguliers. Elle a dû prendre des médicaments. Et je l'ai gardée à mes côtés le plus longtemps possible. C'est sûr, c'était ma grande amie. C'était l'amour de ma vie aussi. À un moment donné, est arrivé le temps où elle me cherchait toujours. Et à un moment donné, elle me cherchait, elle s'est éloignée de la maison et on l'a perdue. Imaginez la panique de perdre une maman, de ne pas savoir où elle est, dans l'état qu'elle est parce qu'elle n'est pas autour de moi. Alors finalement, à 2-3 reprises, ça s'est reproduit et on a dû penser pour sa propre sécurité de choisir une résidence pour elle. Pour moi, ça a été comme l'abandon. Je me suis sentie coupable. J'aurais jamais dû. Mais c'est pour vous montrer comment, quand on est proche aidant, ça va chercher les cordes du cœur. On a une responsabilité quand même de remettre à nos parents ce qu'ils nous ont donné.
Alors, on a trouvé une belle résidence. D'ailleurs, on en a trouvé 3. Maman était forte, c'était une femme très sportive aussi. Et je m'en souviens même que les préposés courent après elle dans le corridor quand les choses ne faisaient pas son affaire. J'étais toujours là, tous les jours, pour l'accompagner. Donc, mon rôle de proche aidante n'a pas terminé quand ma mère était en résidence parce que je veillais à ce que tout aille de la façon que ma mère voulait. Et on me voyait arriver des fois, puis on avait peur. C'est quand Jacqueline arrivait, il fallait être sur son 45 parce que moi, j'exigeais qu'elle soit bien traitée, qu'elle ait les mêmes habitudes qu'à la maison. Mais ça a été quand même une assez bonne expérience jusqu'au point où est-ce qu'elle malheureusement a fait un ACV et elle a été confinée à une chaise roulante. On m'a informé probablement qu'elle aurait que 3 mois ou plus à vivre. Et maman a vécu 1 année. Alors, imaginez la force de caractère qu'elle avait, un peu comme ma force de caractère d'ailleurs. Alors, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je peux dire aujourd'hui d'avoir eu le privilège d'accompagner mes parents jusqu'à la fin. Ils sont morts dans mes bras. Et pour ce cadeau de la vie, je remercie énormément le Créateur. Moi aussi, je suis spirituelle. Et pour tous les proches aidants qui sont là présentement, je suis de tout cœur avec vous. Je vous comprends. Et j'espère que la société réalisera le travail que font nos proches aidants. C'est immense. Alors, sachez, si vous êtes proche aidant maintenant, présentement, ou peut-être un jour que vous le serez, parce que la maladie frappe à la porte, du jour au lendemain, votre vie change et vous devez vous armer de patience, de courage pour prendre soin de ceux que vous aimez. Alors là-dessus, je vous remercie et merci encore une fois, comme mon père aurait dit 1 million de fois, merci de m'avoir permis de vous exprimer ce que peut vivre un proche aidant. Merci beaucoup.